On va tout de suite donner la parole à notre prochain conférencier, qui est aussi un des organisateurs, je dois dire, de ce colloque, Adrien Laroche. Adrien Laroche est chercheur, écrivain et philosophe. Il est l'auteur d'un essai intitulé Le dernier Genet, qu'il a publié en 2010, et qui est le premier ouvrage à faire le point sur la politique et la question de l'antisémitisme de Genet. Il a publié cet automne Du Champ déché, un essai illustré qui est une relecture de toute l'œuvre de l'artiste conceptuel en regard des deux guerres mondiales et une réflexion sur le devenir objet de l'humain au XXe siècle. Son quatrième roman, Qui va là, paraîtra le 4 février prochain. Alors, la conférence de Adrien Laroche ce matin s'intitule Hi-Fo. Je laisse tout de suite la parole. Merci. Qui va là? La question est finalement toujours celle-ci. Quel chemin vais-je décider de prendre? Qui vais-je rencontrer sur ce chemin? Quel autre? Sur cette île, qui? Moi, un autre, l'ennemi. Laissez-moi d'abord vous dire d'un mot que j'ai eu la chance de rencontrer sur cette île, derrière une île, l'Irlande, où je vivais encore l'an passé, Joseph Cohen, sans lequel ce colloque ne serait pas, et que depuis ce jour, il y a 4 ans maintenant, Joseph Cohen a toujours été celui qui m'a donné l'occasion de répondre à l'impulsion de philosopher, impulsion qui nous met en chemin. Je voudrais l'en remercier ici très amicalement et associer à ces remerciements Gérard Bensoussan et Raphaël Zagouri-Orly. Hi-Fo est le titre donné par Jacques Derrida pour son usage personnel à ce qui devait être son dernier séminaire, professé en 2002-2003 et consacré à la bête et le souverain. Ce séminaire avait pour point de départ la relecture d'un autre séminaire, celui de Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik, Welt, Endlichkeit, Einsamkeit, cours donné par Heidegger à Fribourg lors du trimestre d'hiver 29-30. Il s'agissait donc pour le philosophe français, c'était le contrat qu'il s'était donné, de tenir ensemble d'une part les concepts fondamentaux de la métaphysique, monde, finitude, solitude, et d'autre part l'ouvrage classique de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. En cette séance du 18 décembre 2002, après avoir dit qu'il tenterait donc de tenir, je cite, Heidegger dans une main et Defoe dans l'autre, dans une parenthèse, car c'est un paragraphe isolé comme une île, par les parenthèses, Derrida fait cette sorte d'aveu et je vous le lis. Ouvrez les parenthèses. Sur mon ordinateur, le titre du document pour ce séminaire, c'est Hi-Fo, entre parenthèses tableau, entre crochets expliqué. Et vous savez que foe en anglais veut dire ennemi. Je m'arrête ici, je pourrais m'arrêter là, tout est ramassé dans cette phrase qui paraît s'appuyer sur le connu, et vous savez que, et qui au vrai est tout à fait énigmatique. Car d'une certaine manière, on va le voir, Derrida n'y revient pas. Si je comprends bien cette phrase, cette manière de litote, j'entends que Derrida, il pointe le rapprochement Hi-Fo, Heidegger, ennemi, donc, avec la barre entre les deux mots. Comme si Derrida vous laissant le pouvoir penser à Heidegger comme ennemi. Il ne le dit pas, il ne peut pas le dire, est-ce que même il y pense? Sur mon ordinateur, je cite encore, le titre du document pour ce séminaire, c'est Hi-Fo, tableau expliqué, et vous savez que faux en anglais veut dire ennemi. So what, a-t-on envie de lui demander ici, mais encore, quoi de cette drôle de juxtaposition? Elle donne à penser certainement. Pardonnez-moi une parenthèse, au fait, Heidegger avait-il un ordinateur? Bien sûr que non. Comme vous savez, Heidegger a même écrit un réquisitoire implacable contre la machine à écrire, dans l'usage de laquelle il croyait voir une destruction du mot. Seule la manuscripture avait grâce à ses yeux. On pourrait donc croire lire déjà ici une déclaration de guerre de Derrida à Heidegger du type « ma main devint mon ennemi », si aussi bien la mention ici avouée voire revendiquée de l'usage de l'ordinateur n'était en quelque sorte corrigée par celle qui suit entre crochets, tableau, expliqué. Elle fait recours ou appel à la main et à l'écriture manuscrite. Il faut donc imaginer ici Derrida se retourner et écrire à la craie blanche sur le tableau noir Fo, F-O-E. Il y a donc ici une manière de pantomime, de jeu de main ou de la main, une mise en question de la main. Je passe.
Je lis maintenant la suite de cette parenthèse de Derrida. Je cite. Le vrai nom de Defoe, donc il n'est plus question de Heidegger ni de son nom, de la famille de Defoe était en fait faux. Il s'appelait Daniel Defoe, Daniel ennemi, Daniel l'ennemi. Jacques Derrida n'écrit pas Heidegger ennemi ni Heidegger l'ennemi. Il enchaîne sur le nom de Schmitt, Carl Schmitt. Pourquoi Schmitt? Le nom propre et le nom commun qui est aussi un nom propre, Schmitt à la place de Heidegger, pourquoi pas? Je cite, Schmitt tente quelque part, me semble-t-il, écrit toujours dans la parenthèse Derrida, je ne sais plus où, de discerner laborieusement entre les deux usages, faux pour inimiscus, sens biblique et non politique, et ennemi au sens de hostis, d'ennemi politique. Le nom de Defoe, c'est comme s'il voulait dire l'ennemi. Reprend alors Derrida, avant de terminer cette parenthèse, ce paragraphe entre parenthèses, avec la mention d'un dernier nom, après ceux de Heidegger, de Defoe et de Schmitt, celui de l'écrivain sud-africain Coetzee, dont il cite 3 livres, 3 romans. Et vous savez que Derrida a dit à plusieurs reprises au cours de sa vie qu'il était incapable de raconter une histoire, de faire du roman, d'écrire une fiction. On sait par ailleurs que Heidegger, lui, écrivait des vers, à Hannah Arendt en particulier. 3 romans donc, et en particulier Faux, qui, dit Derrida, se présente comme une relecture oblique de Robinson Crusoe, mais aussi, et parce que, je cite Derrida, Coetzee, donc l'écrivain sud-africain, porte dans sa pensée et dans son œuvre le grave souci de l'animal. Derrida cite encore et même conseille de lire The Lives of Animals and Disgrace. Fermez la parenthèse. Je note que dans le second livre cité ici, The Lives of Animals, on peut lire le texte de Coetzee intitulé The Philosophers and the Animals, qui est une fiction de conférence ou une conférence qui s'ouvre comme une fiction où il est question de ce qui va être notre question. Je reprends pour conclure ce prologue les 3 points de notre parenthèse high-faux, à savoir l'ennemi, Schmitt, l'animal, et ceci arrimé au nom de Heidegger, ici réduit aux 3 premières lettres de son nom, cette sorte d'acronyme inquiétant High. Voilà ce que je souhaite déplier maintenant. Je vais très vite sur le nom propre de Schmitt. Faux signifie ennemi. Le nom de Schmitt appelle celui d'ennemi. Celui de Heidegger reste inapparent, barré par ce court-circuit. Schmitt donc à la place de Heidegger dans les parenthèses. Pourquoi? Dans Politique de l'amitié, Derrida annonce qu'il va s'arrêter, je cite, longuement mais provisoirement sur l'auteur de la théologie politique de 1922. Provisoirement, pourquoi? Car les engagements de Schmitt, rappelle-t-il dans une note, souligne, et c'est sa première conviction, à bien des égards paraissent souvent plus graves et plus répugnants que ceux de Heidegger. Notons que cette conviction de Derrida s'expose sous la forme du semblable, du possible et du peut-être. Plus loin, entre des parenthèses elles-mêmes abritées dans une note, toujours à propos de Schmitt, Derrida stipule en effet qu'il est, entre parenthèses, probablement, je souligne, resté nazi au-delà du temps où il se déclara tel et, sans doute, à jamais antisémite, d'un antisémitisme dont la virulence a pris des formes extrêmes. Voilà pour la première conviction, c'est un premier diagnostic. L'autre conviction du philosophe, Derrida, qui va de pair avec la première, est, je cite encore, dans Politique de l'amitié, je cite, « L'antisémitisme ne devrait pas détourner d'une lecture sérieuse dans cette mesure précisément où cette même pensée et ce même travail de Schmitt ont multiplié des précieux coups de sonde dans le monde redoutable qui s'annonçait dès les années 20 de ce siècle. » Puis la formule de Derrida, comme si la peur de voir venir ce qui vient, en effet, avait aiguisé le regard d'un guetteur assiégé. Je ne dis pas cela, dit en quelque sorte ici Derrida, à la manière d'Alceste, en appelant Schmitt dans la parenthèse sur Heidegger ennemi. Je ne dis pas cela, à savoir qu'Heidegger est resté nazi au-delà du temps, il se déclara tel, etc. Mais je le dis tout de même via Schmitt sans le dire. Mais même si je le dis, j'ajoute, l'antisémitisme ne devrait pas détourner d'une lecture sérieuse. Derrida prend son temps, alors même que dans ce monde, il n'est plus temps de prendre son temps. De surcroît, il le prend afin d'étudier un philosophe discrédité pour son antisémitisme virulent. Ce faisant, il va déjà à l'encontre de cette pensée panique et politique de la décision, de l'urgence et de la guerre, ici et maintenant à l'œuvre, en ces temps de terreur. Le philosophe, l'artiste ou l'homme réfléchi doit prendre le temps d'être hérétique. Toutefois, il y a un reste. Si le guetteur est assiégé, il y a un ennemi. Reste l'ennemi, high-faux.
il y a de l'ennemi, il y a de l'animal. Dans ce qui sera son dernier séminaire avant sa mort, donc, Derrida commande celui de Heidegger, donner l'année de la naissance du philosophe français. C'est en effet durant le semestre d'hiver 29-30 que Martin Heidegger a tenu à l'université de Fribourg en Brisgau ce cours intitulé « Les concepts fondamentaux de la métaphysique, monde, finitude, solitude ». Il est constitué très rapidement d'une considération préliminaire, puis de deux parties. La première, l'éveil d'une tonalité fondamentale de notre philosophie, est divisée en 5 chapitres dévolus à une analyse des différentes formes de l'ennui. Partie qui est, comme l'a montré d'avant-hier soir Peter Sloterdijk, proto-politique, au sens où Heidegger tente d'y jeter un pont, disait-il, entre l'être pour la mort, le temps existentiel, et l'histoire du peuple, le temps historique. L'orateur, Heidegger, y nomme l'éveil comme processus collectif, un nous. Puis vient une deuxième partie, divisée en 6 chapitres, qui s'attaque aux 3 termes du sous-titre du livre, monde, finitude, solitude, et propose pour ce faire 3 thèses, à savoir la pierre est sans monde, l'animal est pauvre en monde et l'homme est configurateur de monde. Contre toute attente, c'est l'examen consacré à la thèse du milieu, l'animal est pauvre en monde, et donc l'animal, qui occupe les 5 premiers chapitres de cette deuxième partie. Le 6 et dernier du livre étant consacré à un début d'analyse de la 3e thèse, l'homme est configurateur de monde, dans lequel le concept et l'expérience de la finitude, deuxième mot du sous-titre, sont abordés en passant, mais de manière fondamentale. Quant au concept d'essolement, le 3e terme, il est, lui, laissé de côté. L'essolement est abandonné. En réalité, cela fait longtemps que Derrida a mis en question l'animal selon Heidegger. Les 3 thèses précitées, Derrida a commencé à les interroger presque aussitôt après la publication du séminaire en allemand en 1983. Ici, en 2004, dans son séminaire sur la bête et le souverain, mais aussi en amont, dans De l'esprit Heidegger à la question en 87, et en aval, dans L'animal que donc je suis en 2006. Derrida continue de contester l'opposition entre l'humain et l'animal, basée sur l'accès présumé à un monde. Sa critique se concentrera essentiellement sur ce qui est à ses yeux la confiance injustifiée de Heidegger concernant la distinction entre Dasein humain et animal, une distinction qui relève de toute une histoire de la philosophie occidentale, à savoir celle qui tente de tracer une ligne unique, indivisible, entre l'humain d'une part et tous les autres animaux d'autre part, de l'autre côté de la frontière. Derrida attribue à Heidegger, comme il l'avait attribué à d'autres penseurs lors de son séminaire l'année précédente, la bêtise philosophique commune qui consiste à regrouper sous le nom générique de l'animal des créatures aussi diverses que la fourmi, le serpent, le chat, le chien, le cheval, le chimpanzé, le cachalot, et ainsi de suite. C'est une grande bêtise, fait valoir Derrida, que de tracer cette ligne unique entre l'humain d'une part et tous ces animaux très divers de l'autre. Je cite, « Les bêtes désignent un ensemble sans aucune unité autre que négative, écrit Derrida, ou supposée être négative, à savoir de ne pas être un vivant humain. Il y voit encore la trace d'un double malaise qui résiste au diagnostic heideggerien et qui a donc à voir avec le rapport entre ontologie, énoncé des sens ontophénoménologiques, et savoir scientifique d'une part, malaise vis-à-vis d'un anthropomorphisme, voire d'un anthropocentrisme d'autre part, dans lequel Heidegger retomberait avec son énoncé d'essence. Rien ici de bien neuf, je dois le dire, sur la question. Je veux dire sur Heidegger et la question de l'animal. La critique de l'animalité chez Heidegger pourrait en effet prendre un tout autre chemin que celui pris par Derrida, repris encore ici par le philosophe, comme s'il tournait en rond. Derrida ne se pose pas la question du rapport Heidegger-ennemi, comme on l'a dit. Il laisse entière la question de la relation de l'animal avec l'ennemi chez Heidegger. Donc je rappelle les 3 points de notre parenthèse, Haifo, l'ennemi, Schmitt, l'animal. Il nous faut maintenant interroger l'ennemi, l'animal, c'est-à-dire le trait qu'Heidegger trace, presque de façon invisible, entre l'animal et l'ennemi. Comme Derrida trace un trait énigmatique entre Heidegger et Faux. Mais au fait, comment dit-on l'ennemi en allemand? En allemand, Faux se dit Feind. Vous voyez que nous ne sommes pas très loin, nous brûlons. Ce mot est-il présent dans Die Grundbegriffe der Métaphysique? Oui, il l'est 3 fois, plus une et encore une autre. Il y a 4 occurrences du mot ennemi dans les concepts fondamentaux de la métaphysique, et je vous propose maintenant de les explorer et de plonger dans le texte, au pas de course. Le thème apparaît essentiellement 3 fois, d'abord dans le chapitre 3 de la deuxième partie du livre, et d'abord 2 fois dans la même page de la section 47 du cours, et je cite Heidegger.
l'animal a, comme animal, des relations précises à sa nourriture propre et à ses proies, à ses ennemis, à ses partenaires sexuels. Puis dans la même page, une manière de répétition, l'animal n'a pas seulement une relation précise à son environnement alimentaire, à celui de ses proies, à celui de ses ennemis, à son environnement sexuel. On retrouve ensuite l'ennemi comme le dernier mot de la section suivante, la section 48, qui clôt également le chapitre 3 de cette deuxième partie. Et je cite en allemand, Die Frage ist jetzt genauer, wozu verehrt sich das Tier und wie steht es in Beziehung zu dem, was es als Nahrung sucht, als Beute auftriebt, als Feind vertrieb. La question est maintenant plus précise. À quoi l'animal se rapporte-t-il et comment il se tient en relation avec ce qu'il cherche comme nourriture, avec ce qu'il trouve comme proie, avec ce qu'il chasse comme ennemi. Ce qui est premier vient en dernier. On le voit, Heidegger parle en effet de l'animal comme animal. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Dès les deux premières occurrences, l'ennemi apparaît, il surgit entre les proies et les partenaires sexuels. Toutefois, dans la section qui clôt le chapitre 3, l'ennemi est déplacé à la dernière place et donc à la place principale. Pas anodin, car vous savez que Heidegger ne place pas l'ordre des syntagmes au hasard, comme le rappelle précisément le titre de ce chapitre, amorce de l'examen comparatif à partir de la thèse du milieu. Heidegger revient sans cesse sur la place et sur l'ordre de ces trois questions, comme il revient sur l'ordre animal, pierre, homme. Plus loin, dans le cours de son cours, section 64, à la toute fin de l'explication de la thèse « L'animal est pauvre au monde », Heidegger écrit, je cite, « De par son ouverture à ce qui désinhibe, l'animal est, dans son accaparement, essentiellement expulsé vers un autre que lui. » Et de préciser, « Certes, cet autre que lui ne peut jamais lui être manifesté ni comme étant, ni comme non étant. » Il précise alors, et c'est un thème connu et quasi le mot de la fin de son explication avec l'animal, au paragraphe 64, le « en tant que » est radicalement fermé à l'animal. Je pose donc maintenant une première fois la question, comment l'animal, à qui le « en tant que » est radicalement fermé, pourrait-il avoir accès à quelque chose comme un ennemi? Comment cet autre que lui de l'animal pourrait être un ennemi pour aucun animal? Et dans ces conditions, quoi de l'ennemi, inimicus et pourquoi pas hostis, de créatures aussi diverses que la fourmi, le serpent, le chat, le chien, le cheval, le chimpanzé, le cachalot, et ainsi de suite? N'est-ce pas là un énoncé qui relève de la bêtise relevée par Derrida dans son séminaire, Et si c'est le cas, et comme Derrida m'avait indiqué qu'il fallait le faire chaque fois que quelque chose était qualifié sans autre jugement de bêtise, et qu'il ne le fait pas ici, il nous faut la questionner, cette bêtise. Cette façon d'arrimer à l'animal un ennemi, je le dis en passant et j'ai vraiment pas le temps de m'y arrêter, c'est une piste provient peut-être d'Aristote, cité comme l'a remarqué Derrida à maintes reprises dans le cours de Heidegger, et chaque fois de façon décisive. Je vous lis le paragraphe 8 du livre 3 de la politique d'Aristote, je cite Aristote, « Aussi la guerre est-elle encore en quelque sorte un moyen naturel d'acquérir, puisqu'elle comprend cette chasse que l'on doit donner aux bêtes fauves et aux hommes qui, nés pour obéir, refusent de se soumettre. C'est une guerre que la nature elle-même a faite légitime. » C'est au chapitre 3, 1256b. Il s'agit donc d'une réflexion d'Aristote sur l'économie de la cité, l'esclavage naturel et le fait que l'esclave est proche de l'animal en tant qu'il est soumis. Pour Aristote, l'art de la guerre est un mode naturel d'acquisition dont l'art de la chasse est une partie. La guerre contre les esclaves est envisagée par Aristote à l'encontre des peuples barbares que la nature désigne pour la servilité, tandis que la chasse viserait la récupération d'individus serviles en fuite. Nulle part, toutefois, Aristote n'attribue à l'animal un ennemi. Heidegger, lui, le fait. Il se pourrait qu'Heidegger ait projeté et déplacé d'un même coup de force, mu par quelle pulsion, quelle tribe, la réflexion en elle-même très inquiétante d'Aristote sur la chasse et la guerre faites aux hommes comme aux animaux pour attribuer sans discussion à l'animal un ennemi. Il se pourrait même que ce fût là une manière pour le philosophe de nommer sans la nommer en sous-main une chasse faite aux hommes, aux ennemis, à ceux qui se sont soumis.
Sans aller aussi loin dans le temps et plus près de lui, Schmitt. C'est en effet lui, évidemment, qui importe l'ennemi dans la philosophie à ce moment-là, comme me le rappelait Jean-Claude Milner il y a 2 jours. J'avais dit 3 occurrences du mot, plus une autre, plus une dernière. Je veux maintenant, au pas de course, voir la dernière paire d'occurrences de l'ennemi et du même coup le tournant de l'explication avec l'ennemi dans les concepts fondamentaux. C'est au chapitre 6 et dernier de la deuxième partie, au cours de l'examen in extremis de la seconde thèse « L'homme est configurateur de monde » que l'on retrouve les 2 dernières occurrences. D'abord dans la section 64, il s'agit dans ce passage, qui est une reprise, comme tout le dernier chapitre, du livre Sein und Zeit, d'une mise en garde contre le fait que le rapport fondamental du Dasein, de l'être là à l'étant, sommeille dans la quotidienneté. Heidegger écrit, je cite, Dieses allzu selbstverständliche, das Mächtigste in unserem Dasein ist, und weil das Mächtigste deshalb der Todfeind der Philosophie ist. Ces choses trop évidentes sont ce qu'il y a de plus puissant dans notre Dasein, et ce qu'il y a de plus puissant est l'ennemi mortel de la philosophie. Der Todfeind der Philosophie ist. Heidegger aborde ici le concept et l'expérience de la finitude. Il évoque la tenue d'un rapport déraciné, celui fondamental de l'être humain à l'étant. Déraciné, car il y manque l'expérience que ce que nous questionnons est toujours un étant qui nous est donné pour tâche d'être nous-mêmes. Quotidienneté, qui fait par exemple prendre le fait que l'homme, en tant qu'il marche d'avance vers la mort, devrait penser constamment à la mort pour une décision philosophique, alors qu'il ne s'agit là que d'une attitude de la vie courante et naturelle, dans laquelle le rapport de l'être humain à la mort est pris comme une chose qui se trouve être là. Cette vue erronée nous conduit à la 5e et dernière occurrence de Freund, après quoi je les reprendrai toutes les 5. Donc dans le même chapitre 6, et dans le droit fil de cette réflexion qui repart là où Sein und Zeit s'était déjà interrompu, Heidegger prend un exemple pour montrer la tendance à saisir tout ce qui se rencontre comme de l'étant sans souvent être là, et à manquer le rapport propre au Dasein. Et il prend l'exemple du néant. Il dit par un renversement propre à sa méthode, je cite, « Le non-étant et la nullité ne sont compréhensibles que si le Dasein, dès le départ et de fond en comble, se tient vis-à-vis du rien, est tenu hors de soi jusqu'au cœur du rien. » Je souligne hors de soi parce que j'y reviendrai à la fin. C'est dans cette page et ce contexte qu'apparaît la dernière occurrence du Freund. L'entendement courant en conclut, dit Heidegger, je cite, « L'homme n'a rien et n'est donc rien lui-même. » Et Heidegger d'écrire, « Eine Philosophie, die solches behauptet, ist der reine Nihilismus und der Feind aller Kultur. » Une philosophie qui soutient de telles affirmations est du pur nihilisme et elle est l'ennemi de toute civilisation. Nihilisme selon lequel le Dasein est comme étant se trouvant être là, placé dans le rien, alors qu'il faut voir que la tenue dans le rien n'est nullement une propriété se trouvant être là du Dasein relativement à un autre étant qui se trouverait être là, mais une manière fondamentale de temporer son pouvoir-être. L'interprétation erronée conduit Heidegger à évoquer à cet endroit son travail, Meiner Arbeit, et le manque de compréhension de ce travail. Comme si c'est à l'égard d'une mécompréhension du nihilisme, et du nihilisme compris comme ennemi de toute civilisation, qu'Heidegger entendait situer la teneur du rapport à la totalité de son travail. Et en effet, pour Heidegger, c'est la façon dont on interprète le nihilisme et la prise de position à l'égard du nihilisme, d'où dépend le fait de savoir comment et à partir d'où se détermine pour nous l'historialité de l'existence humaine. La dite compréhension, dit-il, doit alors s'enchaîner avec un agir effectif et collectif. Donc je n'ai pas le temps de lire ce passage dans lequel Heidegger évoque son travail, passage au terme duquel apparaît la bête ou la bêtise, ceux qui sont trop bêtes, je cite. Mais je rappellerai plutôt ici, en guise d'envoi, la première entrée des carnets noirs, je ne sais pas si on dit cahier ou carnet, relevée par Nicolas de Varenne lors de son intervention avant-hier. Je cite donc la première entrée des carnets noirs, disait-il. C'est Heidegger, je cite. Das Buch hat mir noch nicht eine große Feind hervorgebracht. Ce livre, il s'agit alors de Sein und Zeit, ne m'a pas encore apporté un véritable ennemi. L'économie qui m'est imposée pour cette intervention m'interdit d'aller au-delà de ce premier repérage dans l'interprétation heideggerienne de l'ennemi dans les concepts fondamentaux.
Aucun mot n'est isolé dans le travail de Heidegger. Nous pourrions le vérifier avec tous les mots de Heidegger. Nous avons suivi le fil du mot ennemi, ou bien, plus justement et inversement, nous disons que c'est le concept et l'expérience de l'ennemi qui permet de tracer ce fil conducteur de la pensée de Heidegger, par exemple dans les concepts fondamentaux de la métaphysique. Quelle est la triple portée de l'usage du mot ennemi dans les fondements? Je rappelle le contexte dans lequel le mot ennemi fait son chemin. L'animal. 3 fois est nommé le rapport propre de l'animal comme animal avec l'ennemi comme ennemi. Le rien, dans la proximité duquel surgit l'expression « l'ennemi de la philosophie », der Todfeind der Philosophie. Le nihilisme, accolé à l'ennemi de toute culture, der Feind aller Kultur. L'animal, le rien, le nihilisme et finalement le propre travail du philosophe, meine Arbeit. La gradation dans l'usage du mot, la tension croissante liée au contexte dans lequel le concept se déploie, montre l'importance de la question pour Heidegger. Gradation inquiétante. S'agirait-il là d'une pensée de guetteur assiégé? Avec ces réflexions, nous approchons de la zone des décisions proprement dites. Ce que nous tentons ici, ce que je tente ici, n'est rien moins qu'une explication réfléchie avec Heidegger, non pas opposer une façon de voir à une autre, ni réfuter un point de vue par un autre. Explication, comme il a dit, signifie réfléchir à la vérité qui fait l'objet d'une décision, décision qui, selon Heidegger, n'est point tant arrêtée par nous que par l'histoire de l'être, et qui, bien plutôt en tant qu'histoire de l'être, est prononcée par l'être pour notre propre histoire. Je reprends. S'il n'a pas accès à l'en tant que, l'animal doit être privé de quelque chose comme un ennemi. Le fait de donner à l'animal pauvre en monde un ennemi, nous disons maintenant qu'il s'agit là d'une décision de Heidegger. Cette décision s'apparente à un coup de force. C'est une décision politique, peut-être. Heidegger place l'ennemi au cœur de la relation de l'animal pauvre en monde au monde. L'ennemi apparaît comme la racine unifiante de la question de la relation de l'animal au monde. On est alors amené à se demander la racine unifiante et originelle du rapport de Heidegger au monde, sa propre Beziehung, ne serait-elle pas la question de l'inquiétude par rapport à, l'angoisse ou la hantise de, voire l'ébranlement vis-à-vis de, et même le désir de, ou la volonté de l'ennemi. Autrement dit, le concept et l'expérience de l'ennemi ne déterminent-ils pas le rapport au monde de Heidegger? Ce serait là dévoiler une certaine Weltanschauung du philosophe, et l'on sait, comme dans ce séminaire et ailleurs, Heidegger voudrait absolument se distinguer de toute philosophie qui prétendrait s'appuyer sur ou délivrer une Weltanschauung, une vision du monde. À tel point, on pourrait y voir un déni. Donc, en allant vers la fin de cette intervention, je reviens à La bête et le souverain, Heidegger et Derrida. Dans la page qui précède la parenthèse que j'ai citée, avant de livrer le titre du document sur son ordinateur, HIFO, Derrida s'interrogeait sur le chemin, sur la décision, et sur la décision de prendre un chemin plutôt qu'un autre. La question que pose alors Derrida, et que Derrida pose au sujet de Heidegger, est celle-ci. Heidegger est-il un penseur de l'errance ou pas? Je cite Derrida. Heidegger a beau se moquer souvent de ceux qui cherchent la sécurité du sauf-conduit ou du fondement, du sol fondateur et du chemin sûr, il ne veut pas, lui non plus, se perdre. C'est un penseur de l'errance qui ne veut pas errer quand il philosophe, quand il pense, écrit et surtout enseigne, car ceci est un séminaire, ajoute Derrida entre parenthèses, comme une autoréférence à ce qui a lieu là. Au passage, vous remarquez que Derrida, grâce à la différence qu'il a posée entre d'une part penseur de l'errance et d'autre part penseur de l'errance qui ne veut pas errer quand il philosophe, Derrida peut affirmer également, premièrement, Heidegger a beau se moquer souvent de ceux qui cherchent la sécurité, Heidegger est un penseur de l'errance qui ne veut pas errer quand il philosophe, et aussi, mais de l'autre main, deuxièmement, évoquer, je cite, et sans parjure ni se contredire, ce penseur de l'errance qu'est aussi Heidegger. Bon, je passe. Lors de la première séance de son séminaire, Heidegger a en effet, des concepts fondamentaux, Heidegger a en effet placé son propos sous le signe de Novalis. On l'a cité plusieurs fois. Die Philosophie ist eigentlich Heimweh, eine Trieb überall zu Hause zu sein. La philosophie est à proprement parler une nostalgie, quelque chose qui pousse à être partout chez soi.
Drôle de définition, romantique naturellement, écrit Heidegger dans un ton qu'on lui connaît rarement. Eine merkwürdige Definition, romantisch natürlich, écrit-il. Derrida y revient aussi et s'interroge sur la phrase de Novalis commentée par Heidegger. Dans la même page de ce paragraphe, au tout début du livre, donc, Heidegger ajoute Eine solcher Trieb kann Philosophie nur sein, wenn wir die Philosophieren überall nicht zu Hause sind. Que l'on peut traduire comme Derrida, si l'on veut garder l'accentuation sur le nicht, par une telle pulsion, donc à être partout chez soi, la philosophie ne peut l'être que si nous qui philosophons ne sommes pas partout chez nous. Ou bien, comme le fait le traducteur Daniel Panis, plus simplement, nous qui philosophons sommes partout hors de chez nous. Affirmation majeure que Derrida ne peut saluer que d'un, entre guillemets, un peu comme Abraham, n'est-ce pas? Ici s'opposent en effet, et j'ai terminé, deux modalités du pensée. L'une représentée par la figure grecque d'Ulysse retournant dans sa patrie, l'autre hébraïque, sans retour, figurée par Abraham. Opposition, soit dit en passant, qui fait fi du puissant motif du retour dans le judaïsme, comme n'a pas manqué de le relever Derrida. Question fondamentale, vous le comprenez, car en définitive, cette pensée qui revient toujours au même, et dont le trajet d'Ulysse serait la figure, comme l'ont montré Horkheimer et Adorno dans la dialectique de la raison, fait voir ce mouvement qui répète, je les cite, la peur du dehors, de l'hétérogène, de l'altérité, qui contraint la raison à penser en privilégiant l'identité, en rapportant le dehors, l'autre, au même. Et l'on sait, comme dirait l'autre, que cette critique de la rationalité occidentale et de sa source presque exclusivement grecque est née d'un trauma, de l'alliance entre la modalité identitaire et totalitaire de la raison avec la violence, telle qu'elle s'est déployée au cours de la destruction des Juifs d'Europe. Autrement dit, que cette critique de ce que l'on nomme les Lumières est née du trauma du nazisme, dont on a pu dire, par exemple, l'héroïne de Coetzee dans son texte The Philosophers and the Animals, que le crime avait été de traiter son ennemi comme un animal. Je m'arrête là, sur ce suspense du philosophe Derrida vis-à-vis Heidegger, et je rappelle les deux coups de ce suspense. D'abord, high foe, et vous savez que foe en anglais veut dire ennemi, puis enfin, un peu comme Abraham, n'est-ce pas? Et je conclus par ces trois questions. Qu'est-ce qui ne tourne pas en rond chez Heidegger? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? L'ennemi, l'autre ou autre chose? Y a-t-il chez le philosophe allemand une double pulsion ou impulsion, une inclinaison, voire une pente à une tribe? Celle de la philosophie, d'une part, qui pousse à vouloir être partout chez soi, pulsion qui nécessite que le philosophe soit partout hors de chez lui, et d'autre part, une pulsion de ce philosophe même, Heidegger, et peut-être en vertu précisément de la première, qui le pousse, lui, dans ce dehors inquiétant, à chercher un ennemi. Comme si Heidegger, en nihiliste, en penseur de l'errance qui ne veut pas errer quand il philosophe, fixait chaque fois, sinon un but, du moins un horizon à son errance, l'ennemi, plutôt que la rencontre avec l'inconnu ou même la solitude. Heidegger serait-il un penseur de la sécurité, au fond, et non pas du sans-fond, Abgrund, du danger plutôt que de l'ébranlement? Merci beaucoup, Adrien Laroche. On va prendre quelques questions et on va vous demander de les rassembler. Il y a une question ici d'Alain David. Oui, merci. Merci notamment pour ce que vous avez dit à la fin, qui m'a beaucoup éclairé sur Abraham peut-être. Enfin, parce que je me suis dit là, on voit au fond ce qui était en suspens dans l'exposé de Stéphane Habib sur la continuité entre la pensée et l'antisémitisme. Et c'était, j'avais ça en tête, j'aurais voulu le poser, mais je vais m'adresser à vous et pas à Stéphane, parce que c'est je l'entends à partir d'une équivoque que vous avez relevée,
qui était déjà aussi dans l'exposé précédent, sur le mot ennemi, entre hostis et inimicus. Alors, on ne sait pas toujours, enfin, je n'ai pas toujours complètement perçu si on était dans l'hostis ou dans l'inimicus, dans les différentes occurrences que vous avez relevées, mais si on est dans l'hostis, alors on est effectivement dans le politique. Mais si on est dans l'inimicus, moi je l'entends comme un synonyme d'impossible, ou comme le registre phénoménologique tel que le reprend Heidegger, et tel que, au fond, ce qui entre dans la discussion entre Heidegger et Lévinas. Parce que c'est sur la qualité ou le registre de cet impossible que, me semble-t-il, se passe l'Auseinandersetzung entre Heidegger et Lévinas, c'est-à-dire l'impossible chez Lévinas, comme signifiant, et me semble-t-il aussi chez Derrida, avec le motif de l'animal, comme signifiant la non-ouverture au monde. Alors, est-ce que vous accepteriez de dire, moi je l'ai compris comme ça, que c'est dans ce surcroît phénoménologique, c'est-à-dire cette interprétation de l'époque comme non-ouverture au monde, comme impossible, comme régime de l'impossible, avec l'animal notamment, qu'il faut entendre l'apparition, l'émergence de la question juive. Les juifs, c'est ceux qui ne sont pas au monde. Et néanmoins, il y a de l'humanité, à preuve la question de l'animal. Je vous remercie pour la question, à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre. Peut-être Stéphane voudra essayer de le faire. Mais enfin, je ne comprends pas du tout, enfin, j'y perds mon latin, comment vous passez de inimicus à impossible. Je n'ai pas du tout compris le... Oui, impossible, ouais, j'ai compris. Ouais. Mais quel rapport avec inimicus? Je ne comprends pas du tout. Bien meilleur connaisseur de Schmitt que moi, mais l'hostis, c'est celui avec lequel on compose et qui définit l'espace politique. Et pour Schmitt, il faut se garder justement de transformer l'hostis en inimicus, parce que là, on sort de la possibilité de la politique. Exemple, ce qu'il dit sur le traité, sur le pacte Briand-Kellogg, qui définitivement situe l'ennemi en dehors de la possibilité de la négociation, en dehors de la possibilité de la politique, et qui rend toute politique impossible. Voilà. C'est en ce sens que j'entends, moi je comprends, peut-être est-ce que je comprends mal, mais je comprends que là où on entend faux comme inimicus, on rentre dans un régime qui n'est plus celui de la politique. C'est d'ailleurs une question que j'aurais eue pour vous. Est-ce que le mythe, ça signifie forcément politique? Est-ce que mythe n'est pas, d'ailleurs Lévinas l'entend comme socius, et il dit politique après. Il l'entend pas comme politique. Ouais. Donc il y a de l'impossible, il y a un certain régime de l'impossible qui tient toute la question, pour Lévinas, toute la question de la réduction transcendantale. Bon, moi, deux petites choses. Donc, d'une part, pour ce qui est de la question animal-ennemi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que pour l'animal, ça peut être ni hostis ni inimicus. Enfin, ça n'a pas de sens de donner à l'animal un ennemi. Ouais, premièrement. Et deuxièmement, mais c'est tout ce que je peux dire en essayant de vous répondre, c'est que j'ai essayé de nuancer ce qu'on a beaucoup entendu ces 3 derniers jours sur l'équivalence être juif, être sans monde, puisque l'animal, c'est pas celui qui est sans monde, hein, c'est celui qui est pauvre en monde. Ah, c'est pas la même chose, c'est la pierre qui est sans monde. Et personne ne dit jamais oui, mais il y a un glissement là qui s'est fait, parce qu'on fait comme si c'était l'animal qui n'avait pas de monde. Mais non, l'animal, il est weltarm, et la pierre est weltlos. Et donc moi, j'ai plutôt voulu parler de cette pauvreté en monde qui, bon, voilà, je ne vais pas refaire le fil de ce que j'ai dit, mais et donc la thèse sur les Juifs sans monde, c'est pas la mienne, elle circule, mais voilà. Ouais. C'est pour ça que j'ai parlé de l'animal plutôt. Ouais, c'est aporétique chez Heidegger. Il répond jamais vraiment à ces questions-là, en fait. Hein. Il en fait toujours un domaine de recherche. Hein. Quand il dit que l'animal est weltarm, il dit pas que c'est son dernier mot. Il continue de parler de l'animal dans les années 30 et 40, en fait. Donc déjà, il faudrait voir dans le Parménides ce qu'il dit là-dessus. Et je pense pas que ce qu'il dit en 29-30, c'est son dernier mot. Je voulais juste faire une précision, et merci.
rappeler aux auditeurs que vous avez bien parlé de l'ennemi, le find, mais il me semble que dans les cahiers noirs, Heidegger fait une distinction entre le Gegner, l'adversaire, et le find. Et il n'en a pas été du tout question dans votre travail, et c'était peut-être pas son champ d'investigation. Mais il me semble que ce serait intéressant pour les auditeurs de savoir ce que, si vous le savez, si vous pouvez faire une distinction entre ce qui serait de l'ordre de l'adversaire dans la pensée de Heidegger et qui serait l'ennemi au final. Et où est-ce qu'il veut en venir avec ces histoires d'ennemis au bout du compte? Ouais, mais là, je réponds. Ah oui, mais c'est un peu la question qui nous intéresse ici. Je vous répondrai comme Derrida sur la. Enfin, je retrouve plus dans mon texte, mais il dit de manière un petit peu désinvolte. Louis Schmitt a essayé de penser de manière un peu oiseuse la différence Mikus. Bon, là, vous me dites vous m'avez dit le Gegener, voilà. Non, moi, ce que j'ai trouvé, enfin, comment dire, non, c'est très simple, mais quand Nicolas de Varenne a cité comme première entrée ou presque de ces fameux carnets la phrase en allemand, enfin que je dis cette fois en français. Sein und Zeit ne m'a pas encore apporté l'ennemi. Voilà. Ou presque. Il n'y a rien à ajouter presque. Pour moi, c'était comme une révélation. Enfin, la boucle était bouclée, quoi. Et donc, c'est le find, ça. C'est le find, et qui, évidemment, moi, m'intéressait parce qu'il était très proche du faux. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Mais pour être honnête avec vous aussi, j'ai pas cherché le Gegner dans les concepts fondamentaux comme j'aurais pu le faire, et il faudrait sans doute le faire pour compléter ce travail. On va prendre une dernière question. Oui, c'est une question, mais aussi une interrogation que je m'adresse à moi-même en même temps qu'à vous tous. À propos de l'ennemi, vous dites très justement que Carl Schmitt, d'une certaine façon, a introduit la guerre dans la philosophie. Derrida le dit aussi, et c'est absolument exact. Mais il s'introduit dans une tradition philosophique extrêmement ancienne et à laquelle Heidegger est très attentif. Si je ne me trompe pas, à chaque fois que Heidegger parle de der Feind, et non pas simplement de der Gegner, il en parle sous les auspices d'Héraclite et du polémos héraclitéen. Et beaucoup de passages incriminés ou suspectés dans les textes heideggeriens où il parle de l'ennemi, suspecté de désigner un certain ennemi, il s'agit d'Héraclite. Il s'agit toujours du polémos. Par conséquent, est-ce que Heidegger n'est pas en train de se débattre, plutôt qu'avec une simple angoisse personnelle, mais l'un n'exclut pas l'autre, avec une longue trace de l'histoire de la métaphysique qu'il ne parvient pas à éliminer de son discours, de sa parole, de ses textes? C'est peut-être ça la guerre qu'a amené Heidegger quand il parle d'ennemi. Ouais, je ne sais pas si je vais retrouver. Voilà, si c'est ça. Vous dites que c'était Héraclite, très bien. Mais moi, je me souviens toujours de Nicolas de Varenne, donc j'ai vraiment... Ah non, c'était Trovny d'ailleurs qui a raconté ça, pardon. Pardon, donc j'essaie de vous répondre. Vous dites l'ennemi, ça vient d'Héraclite, ou vous dites même l'ennemi, c'est Héraclite, ou je sais pas, ou le polémos, mais oui. Oui, non, mais c'est pas grave. Je suis pas heideggerien de ce point de vue-là. Mais donc, Travny a longuement cité les textes de Heidegger de 33 à 34 sur Héraclite et sur la question du polémos. Dit-il que Heidegger commentait sans cesse durant ces années-là, dressé face à l'ennemi qui représente une menace pour le peuple, pas besoin même de l'exigence de trouver l'ennemi, et il citait Heidegger. On peut même créer l'ennemi en question, le Dasein. L'ennemi est à la racine d'un peuple, l'ennemi est l'essence, difficile et dur est le combat, difficile de repérer l'ennemi, comment initier l'attaque de cet ennemi qui est à l'intérieur, qui est à l'essence du peuple, et dont le but est l'annihilation totale. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de faire je ne sais pas si c'est Héraclite, ou si Héraclite sert à nommer le parasite. Merci beaucoup, Adrien Laroche. Merci.